Bonjour à toutes et à tous. L'actualité à la mi-journée à Paris et en Ile-de-France sera politique dans un instant avec l'invité de Samedi Politique, Danielle Simonet, candidate du parti de gauche au municipal à Paris. Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. William Vanqui, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que notre invité est une candidate isolée à Paris ? Oui, disons que c'est son parti, le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui pourrait se retrouver bien seul. Vous le savez, les militants communistes votent depuis jeudi pour ou contre une alliance avec le PS. Mais pour notre invité, pas question de se ranger derrière Anne Hidalgo. Vous nous expliquerez pourquoi. On voit cela tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les deux. Mais l'actualité, c'est aussi la fermeture pendant un mois à partir de lundi de la maternité de Dourdan dans l'Essonne. Une fermeture temporaire décidée après la mort d'un nouveau-né en septembre. Pour l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, les conditions ne sont pas réunies. La qualité et la sécurité de la prise en charge des mamans et des bébés. Retour également sur cette prise d'otage hier après-midi avenue des Gobelins dans le 13e arrondissement à Paris. L'homme armé s'est rendu vers 19 h après négociation. Les personnes retenues sont saines et sauves. Le preneur d'otage réclamait un logement social pour lui et son fils. Le point avec Nicolas Luizet et Colette Zagaroli. À 19 h hier soir, à proximité de la banque, une unité d'élite de la société tient prête à intervenir. Mais quelques minutes plus tard, l'homme va se rendre. Sa principale revendication, un logement social, un élément des négociations qui auront duré 2 heures. Nous avons examiné avec attention cette demande. Successivement, il a libéré d'abord 2 otages, puis une 3e personne, puis à l'issue une 4e personne. Donc il s'est rendu après avoir libéré tous ses otages. C'est une personne qui est connue des services de police, connue des services d'hygiène mentale et qui demeure dans l'arrondissement. C'est vers 17 h hier que l'alerte est donnée. Très rapidement, des tireurs d'élite se positionnent près de la banque. À l'intérieur, un homme très agité retient 4 personnes en otage. Il exige la présence d'un négociateur. Au fil du temps, il va libérer un à un ses otages, puis finir par se rendre. Il sera immédiatement placé en garde à vue. Et puis dans l'actualité, il y a aussi Pierre Palardy, l'ancien ostéopathe des Stars, qui a été condamné hier à 10 ans de réclusion par la Cour d'assises de Paris. Âgé de 72 ans aujourd'hui, il a fait un malaise à l'énoncé du verdict, le reconnaissant coupable de 5 viols et 7 cas d'agression sexuelle. La Cour a également prononcé son interdiction d'exercer à vie et son inscription au fichier des délinquants sexuels. Pierre Palardy a persisté à nier tout au long du procès les faits qui lui sont reprochés. L'un des 7 syndicalistes sud de l'usine PSA Poissy en grève de la faim depuis un mois a dû être hospitalisé. 2 de ses collègues ont aussi fait un malaise. Les ouvriers sont installés sous des tentes devant l'une des grilles de l'usine. Ils dénoncent leur mise au placard, le harcèlement moral et la répression syndicale dont ils estiment être l'objet. Alors Danielle Simonet, une réaction à cette actualité sociale. Alors moi je suis déjà allée voir et soutenir ces syndicalistes de PSA. Il est urgent, extrêmement urgent, qu'enfin la direction de PSA écoute et reconnaisse son obligation de faire respecter les droits des salariés dans cette entreprise, le droit à la démocratie syndicale, qu'il cesse ce harcèlement moral et les discriminations syndicales qu'ils ont menées à l'encontre de ces 7 salariés. Et il serait peut-être temps aussi que le gouvernement réagisse, parce qu'on va bientôt avoir un drame dans la situation de PSA. La situation des 7 grévistes de la faim est extrêmement problématique. Hier soir, comme vous l'avez signalé, l'un d'eux a fait un malaise et est hospitalisé. Ils en sont à 33 jours de grève de la faim. Donc il est temps que le gouvernement fasse entendre à ces patrons voyous qu'ils ont des obligations à respecter. Danielle Simonet, une autre actualité qui vous concerne, on passe au municipal à Paris avec le vote ce week-end des militants communistes qui se prononcent sur la stratégie pour cette élection, une alliance dès le premier tour avec les socialistes et Anne Hidalgo ou avec le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. La direction opte pour la première solution, mais il y a du suspense dans l'air. On voit tout cela avec Daïko Douy et Daniel Petit-Queno. Les militants communistes vont-ils respecter les consignes, eux qu'on présente volontiers comme très disciplinés? Pour une alliance avec le PS et Anne Hidalgo, voter 1, c'est le choix de la direction. Pour une alliance dans le front de gauche avec Jean-Luc Mélenchon, voter 2. Pour moi, c'est le rassemblement du front de gauche, parce que je considère qu'il faut d'abord porter ses idées, son projet dans le premier tour de l'élection. Je vote contraint et forcé pour une liste avec le Parti socialiste.
Cet accord, négocié avec Anne Hidalgo, offre 13 élus aux communistes. En échange, elle s'engage à un objectif de construction de 30% de logements sociaux. Pierre Laurent, le patron du PC, demande à ses troupes de voter pour, sans réserve. Jean-Luc Mélenchon parle, lui, d'un accord désastreux qui mettrait en péril l'existence même du Front de gauche. Impossible pour lui de critiquer la politique du gouvernement, comme dans l'affaire Leonarda, et de nouer des alliances au premier tour des municipales. Je crois que les militants communistes doivent entendre que si on veut refaire voter beaucoup de gens à gauche, eh bien ça ne se fera pas derrière des listes du Parti Socialiste. Ça me semble une évidence. Ce qui se passe à Paris, ce qu'on va faire à Paris, a une incidence sur toute la France. Yann Brossa, le chef de file des communistes parisiens, était aussi à la manifestation des lycéens. Il ne veut pas d'une nationalisation du scrutin parisien. Il y a deux choses qui comptent dans le vote des communistes. Ils ont à la fois envie de continuer avec la gauche à Paris, mais ils sont inquiets des conséquences de la politique gouvernementale sur la vie quotidienne des Parisiens. Donc ce sont ces deux éléments qui entrent en ligne de compte. Pour une fois, une légère incertitude plane sur l'issue d'un scrutin communiste. Réponse samedi soir, quand le brouillard se sera dissipé. Et on entre de plein pied dans Samedi Politique avec Daniel Simonet. Alors première question, décryptage obligatoire de ce qu'on vient de voir. Et surtout, est-ce que vous êtes prise entre le marteau et l'enclume ? Alors non, il y aura des listes front de gauche à Paris, quoi qu'il arrive. Mais les militants communistes ont un vote extrêmement important à faire. Est-ce qu'ils souhaitent poursuivre la stratégie du front de gauche, autonome et conquérante à Paris, qui nous a permis d'être la deuxième force politique à gauche avec 11% à l'élection présidentielle, ou bien est-ce qu'ils pensent que les conditions sont réunies vis-à-vis de la politique que mène ce gouvernement et les conséquences que ça peut avoir sur les politiques municipales pour aller avec le Parti socialiste dès le premier tour. On est à Paris là, Daniel Simonet. Alors nous sommes à Paris, mais les politiques du gouvernement ont une conséquence directe. Les baisses des dotations de l'État aux collectivités sur Paris, ça amène l'équipe municipale en place à réduire ses dépenses. Donc c'est moins de subventions pour les associations, c'est moins d'argent pour le logement social, c'est moins de moyens pour développer les services publics. Et donc c'est aussi autant de renoncements libéraux qui font que les intérêts privés prennent de la place. C'est Bolloré, c'est Vinci, c'est tout un tas de services qui devraient être remunicipalisés, qui ne le sont pas. Et donc c'est aussi tout le pouvoir d'achat des Parisiennes et des Parisiens qui en pâtit avec la spéculation immobilière qui explose. Mais justement, Daniel Simonet, tout le monde s'accorde à dire que Paris est un symbole. Si les militants communistes font le choix de rejoindre Anne Hidalgo, est-ce que finalement ce n'est pas le front de gauche qui va exploser? Non, parce que le front de gauche, ça n'est pas un cartel électoral. Le front de gauche, c'est une orientation, c'est une stratégie, c'est un programme. Sans le Parti communiste, ça pèse moins lourd quand même. Écoutez, vous savez, il y a 7 composantes sur 9 du front de gauche qui souhaitent poursuivre cette stratégie. Oui, il y a des micro-partis, et puis il y a le Parti de gauche, et les deux poids lourds, le Parti de gauche et le Parti communiste. Dans les 11% qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, je suis persuadée qu'une écrasante majorité ne souhaite pas donner un chèque en blanc au Parti socialiste qui n'arrête pas de casser nos droits sociaux au niveau national, avec notamment les retraites, ou bien poursuivre les politiques de Sarkozy sur la question des lycéens sans papier, et qui, au contraire, souhaitent que cette stratégie du front de gauche se poursuive. Et je l'incarnerai. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il a des mots très durs avec les communistes. Il parle, je cite, d'un imbroglio municipal misérable où les gesticulations publiques couvrent les arrangements les plus sordides. Je crois que vous êtes psychologue de formation. Alors, c'est quoi ces arrangements? Je suis conseillère d'orientation. On va faire la liste. C'est quoi ces arrangements sordides? Je suis conseillère d'orientation psychologue de métier, effectivement. Et je pense qu'il est important de nommer les choses. Les communistes ont donc le choix entre poursuivre le front de gauche ou bien quitter le front de gauche. Donc ça n'est pas sans conséquence, ça n'est pas un vote neutre, c'est extrêmement important. Et on estime qu'on ne peut pas troquer l'humain d'abord pour des places d'abord, et qu'il y a une cohérence à poursuivre, parce que celles et ceux qui sont désespérés et par la politique gouvernementale et par l'incapacité de l'équipe municipale à répondre aux problèmes des Parisiens, parce que la spéculation immobilière continue, parce que la rentrée des rythmes scolaires est catastrophique, eh bien ils attendent de nous qu'on soit cohérents et qu'on soit, quand on est en manifestation sur les retraites ou bien pour le retour de Kitschik et Leonarda, eh bien qu'on soit cohérent et qu'on n'aille pas dealer avec le Parti socialiste le jour d'après. Alors c'est quoi ces arrangements sordides précisément? Le mot est fort, on dirait qu'il parle presque d'un accord avec le FN. Alors, je vais vous donner un exemple quand même d'un aspect aberrant de cet accord. Donc c'est un accord entre la direction fédérale du PC et le Parti socialiste. Ils s'accordent sur à la fois 13 postes Conseil de Paris, et puis il y a un enrobage programmatique. Dans cet enrobage programmatique, il est écrit que les socialistes s'engagent, le PS, pardon, s'engage à
à s'opposer aux politiques d'austérité. Mais dès mardi au Conseil de Paris, Yann Brossin, notre président du groupe communiste élu du Parti de gauche, a présenté un vœu en notre nom à tous pour qu'on s'oppose à la baisse des dotations de l'État. Qu'ont fait les élus solfériniens au Conseil de Paris? Ils ont voté contre, parce qu'ils restent totalement solidaires de la politique gouvernementale, donc on voit bien la contradiction. Il y a quand même une schizophrénie dans cette affaire-là, non? La schizophrénie, elle est pas de notre côté. Pour les Parisiens, parce que les Parisiens, ils n'y comprennent plus rien. Mais les Parisiens, ils y comprennent quelque chose. Les Parisiens, celles et ceux qui sont en désaccord avec la politique gouvernementale et qui voudraient que leur vie s'améliore à Paris, ils souhaitent qu'il y ait une liste qui puisse l'exprimer. Et il y aura cette liste-là, la liste du Front de gauche qui rassemblera. La question est de savoir, est-ce que le vote des communistes va permettre qu'ils restent dans cette dynamique-là ou bien vont-ils quitter cette dynamique-là? Je reste confiante et je souhaite vraiment, et je fais un appel fraternel aux militants communistes, votez bien et quoi qu'il arrive, nous pouvons continuer, vous pouvez rejoindre notre dynamique. Alors il y en a qui regrettent votre posture, ce sont les socialistes bien sûr. Ah bah je vous propose d'écouter Rémi Féraud, c'est l'un des porte-parole d'Anne Hidalgo. Je connais Danielle Simonel, elle a été longtemps membre du Parti socialiste et longtemps une camarade au Parti socialiste. Ce que je ne comprends pas dans sa démarche aujourd'hui et parfois dans la virulence de ses propos, c'est qu'à partir du moment où elle est sincèrement engagée à gauche, la priorité, ça devrait être de faire gagner la gauche à Paris. Et je ne pense pas qu'elle soit sincère lorsqu'elle parle de politique d'austérité à Paris. Alors, au-delà des accords nationaux, on les a entendus, vous avez de vraies divergences locales insurmontables avec Anne Hidalgo? Bien sûr, dès 2008, par exemple, avec Alexis Corbière, nous avons voté contre la privatisation de la collecte des déchets parce que le recours à un service géré par une entreprise privée coûte forcément plus cher aux Parisiens parce que cette entreprise, elle a des dividendes à rémunérer. C'est le capital qui coûte cher et pas le travail. Nous sommes en désaccord sur la laïcité. Nous nous sommes opposés au financement des crèches confessionnelles. Nous sommes en désaccord sur le bilan. Aujourd'hui, rien n'a été fait pour lutter contre la spéculation immobilière qui font que les loyers nous prennent à la gorge. Et puisqu'il y a cette incompatibilité-là, comment vous allez faire au second tour? Alors, parce que vous allez quand même très loin dans la critique. Et lorsqu'on voit, par exemple, vous faisiez référence à Leonarda tout à l'heure, lorsqu'on voit cet autocollant valse d'émission, bon, après, il va falloir faire machine arrière, non? Alors, moi, je pense qu'on est bien plus efficace pour battre la droite et l'extrême droite, empêcher que les affairistes de la bande de NKM reprennent du pouvoir sur Paris, en mobilisant notre camp. Aujourd'hui, ce qui mine les élections municipales, ça va être l'abstention. L'abstention causée par la désespérance de la politique de ce gouvernement. Et donc, c'est important pour nous de mobiliser, de remobiliser les abstentionnistes. Je ne sais pas encore quel va être l'ordre d'arrivée. Est-ce que nous ne serons pas en tête de ce scrutin? Et peut-être même dans certains arrondissements. Et si nous ne le sommes pas, eh bien, nous prendrons l'engagement à la fois de battre la droite et de convaincre celles et ceux qui ont voté pour nous de faire en sorte qu'ils soient dignement représentés dans l'Assemblée pour qu'il y ait un groupe Front de gauche cohérent, renforcé, pour pouvoir continuer à batailler et faire de Paris la capitale de la résistance à l'austérité. Mais vous pointez énormément les différences avec Anne Hidalgo, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des points de convergence lorsque Bertrand Delanoë parle de bouclier social, qui veut revaloriser l'aide au logement? L'objectif de 30% de logements sociaux d'Anne Hidalgo, vous devez vous retrouver dans ces propositions-là? Alors, on parlait tout à l'heure de Leonarda. Quand enfin Anne Hidalgo, même si elle a mis beaucoup de temps, se décide à prendre position pour le retour de Leonarda et de Kachik, nous sommes ravis. Bon, maintenant, je regrette qu'elle ait fait cette sortie « Paris n'a pas vocation à être un campement de Rome géant », parce que c'est une phrase qui distille un fantasme terrible qui pourrait être proféré par d'autres personnes. Elle est trop à droite, alors, Anne Hidalgo. Je vous interromps 30 secondes, juste une dépêche qui vient de nous parvenir concernant l'interpellation de Leonarda. Le premier rapport d'enquête dit que les forces de l'ordre n'ont pas fait preuve du discernement nécessaire. Ça vient de tomber à l'instant. Alors, tant mieux, mais il faut qu'elle revienne. Tant mieux, mais bon. Non, mais il faut qu'elle revienne. Il faut que ce gouvernement prenne la décision de faire revenir en France Leonarda et Kachik, et que de ce drame-là, on prenne conscience qu'il faut absolument abroger les lois sécuritaires et racistes de Sarkozy, et que ce gouvernement s'honorerait à permettre à l'ensemble des jeunes en formation, aux lycéens, apprentis, étudiants, de pouvoir poursuivre leurs études et être régularisés. Maintenant, oui, il faut que Valls démissionne, parce que ça démontre vraiment que sa politique est extrêmement dangereuse pour les valeurs de la République. Alors revenons, William. On en revient souvent à des thématiques nationales, vous le voyez, mais finalement, d'un point de vue local, est-ce que vous ne vous retrouvez pas parfois avec Hidalgo, les 30% de logements
sociaux qu'elle propose, ça doit vous convenir, non? Ben non, c'est en 2030, enfin. Vous vous rendez ça va compte, pas se faire d'un claquement de doigts. Mais qui peut avoir confiance dans l'engagement et la parole d'un PS sur 17 ans? C'est dans 17 ans. Aujourd'hui, il faut, pour la question du logement, il faut avoir une action cohérente à 2 niveaux. Organiser la baisse des loyers du parc privé, organiser aussi une certaine baisse du loyer dans le parc social et développer le logement social pour endiguer, enrayer l'expulsion, l'exode des classes populaires. Or, aujourd'hui, Anne Hidalgo s'engage jusqu'à 2030, en plus développe surtout du logement intermédiaire, alors qu'il faut vraiment faire la priorité au retour et à la reconquête populaire de Paris. Le mois dernier, vous avez estimé que la droite n'avait aucune chance, qu'il n'y avait aucun risque que la droite l'emporte à Paris. Vous persistez, Anne Kahem, elle ne peut pas remporter l'élection? Alors, à force de faire une politique antisociale et d'avoir une campagne municipale de la part de Hidalgo qui est quand même pas très claire, hein, je veux dire, on a eu quand même pas mal de sorties qui ont fortement déplu au peuple de gauche, il va finir par y avoir un risque. D'où justement l'utilité pour nous, au niveau du front de gauche, de rassembler notre camp. Vous savez, les 4 millions d'électeurs qui ont voté Jean-Luc Mélenchon ont joué un rôle déterminant pour qu'on puisse enfin se débarrasser de Nicolas Sarkozy dans ce pays. Et donc je pense que nous jouerons un rôle déterminant pour empêcher la droite de reprendre Paris. Si nous sommes cohérents sur nos valeurs et sur notre programme. Vous tenterez de recoller les morceaux au second tour? Vous ferez comment? On recolle pas les morceaux au second tour. Au second tour, on appelle les électeurs à éliminer le pire. Voilà quel est notre rôle. Et on fait en sorte que celles et ceux qui se sont exprimés au premier tour, si nous ne sommes pas en tête, aient leurs représentants dans l'instance du Conseil de Paris. Vous parliez de 4 millions d'électeurs. À Paris, Jean-Luc Mélenchon a recueilli 11,1% des voix. Vous espérez faire mieux? Vous fixez un objectif aujourd'hui? Alors écoutez, on verra. Moi, je suis persuadée qu'on peut faire progresser ce résultat-là, qu'on peut vraiment le dépasser. Sur les élections législatives, j'ai dans les quartiers du 20e enregistré un score déjà de 21%. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. 1 an et demi où ce gouvernement a démontré qu'il ne tenait aucun de ces quelques engagements qu'il avait pris et qu'il mène une politique vraiment de suivisme des politiques libérales européennes, d'austérité. Donc je pense, oui, que nous pouvons fortement progresser dans ces élections municipales à Paris. Alors pour ceux qui voudraient mieux connaître votre programme, je présente votre livre sorti il y a quelques jours en librairie. À Paris, place au peuple. C'est aux éditions Bruno Le Prince. À commander chez votre libraire à 5 € seulement. Merci beaucoup Daniel Simonet d'avoir été l'invité de ce numéro de Samedi Politique. Merci beaucoup William Vanqui.